Et bonjour à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique. Cette vidéo s'adresse exclusivement bien sûr aux élèves du niveau de seconde qui commencent la chimie, tout comme nous. Et plus précisément du coup aux élèves qui ne peuvent pas suivre le lycée en présentiel, qui sont soit confinés chez eux, soit en attente de pouvoir rejoindre le lycée. Dans tous les cas, voilà, donc ceux qui peuvent pas être en présentiel au lycée, vous avez ce format vidéo qui est là. Ça peut servir aussi à tous ceux qui sont déjà au lycée mais qui veulent réviser ensuite en vue du contrôle, ou à ceux de n'importe quel lycée en fait qui veulent simplement réviser avec moi, vous êtes la bienvenue. Du coup, chapitre 1 de la chimie, donc de la partie 1, transformation et constitution de la matière. Ce sera la constitution de la matière à différentes échelles. Je vais diviser ce chapitre en deux parties, la première ici présente et la deuxième qu'on verra du coup à la suite sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite, tout simplement. On passe du coup sur ce qu'on doit marquer dans le cahier, donc pour vous résumer, tout ce qui est marqué sur les diapos, il faut marquer dans le cahier, ok, tout ce qui est en blanc c'est normal, tout ce qui est marqué en rouge c'est important, tous les cadres en rouge c'est entièrement en rouge, très important, et en jaune c'est souvent les remarques, voilà, tout simplement. Donc du coup, partie 1, constitution et transformation de la matière, on va passer du coup sur la partie chimie, qui représente à peu près 55% du programme. Et chapitre 1, s'il faut bien commencer quelque part, la constitution de la matière à différentes échelles. Il y a pas mal d'échelles différentes, l'échelle microscopique, macroscopique, ça vous la connaissez normalement, mais vous avez aussi l'échelle subatomique par exemple, l'échelle atomique, l'échelle de l'homme, l'échelle céleste, très grands astres, etc. etc. Bref, pas mal d'échelles. L'agencement des atomes entre eux sont pas vraiment identiques, et donc du coup, il y a pas mal à dire sur la constitution de la matière à ces différentes échelles, mais on va rester assez sommaire, on va apprendre des mots-clés pour communiquer ensemble, et encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause pour absolument tout noter. Ce que je dis de marquer, c'est seulement ce qui est marqué sur les diapos. Moi, tout ce que je dis à l'oral, c'est comme en cours, donc du coup, c'est ce que je dis à l'oral en me baladant. Par exemple, pendant que vous notez une phrase, il y a une remarque qui arrive, il y a une question qui a été posée, je réagis dessus, c'est exactement pareil. Donc si vous voulez vraiment tout noter ou garder dans un coin de votre tête, à vous de voir. Dans tous les cas, la pause est disponible sur le format vidéo. N'hésitez surtout pas du coup à l'utiliser. Ok, on y va du coup, diapo suivante. On marque grand 1, description microscopique et macroscopique de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Microscopique, c'est ce qu'on peut pas voir à l'œil nu, et macroscopique, à l'inverse, c'est ce qu'on peut voir à l'œil nu. Donc du coup, par exemple, si je prends ma tasse à café, qui est ici, on se moque pas, mais ma tasse à café elle est macroscopique, alors que par exemple, je sais pas, si j'avais des cheveux et que j'avais un pouls à l'intérieur, ce serait macroscopique, la fenêtre derrière moi c'est macroscopique, n'importe quoi autour de moi que vous voyez c'est macroscopique. Par contre, si on veut voir, je sais pas, un micro-organisme qui se balade actuellement sur moi par exemple, on va imaginer, ça c'est microscopique, on ne peut pas le voir, il nous faut une instrumentation optique pour aller l'observer. On met grand A, espèce chimique, c'est le premier mot-clé qu'on va apprendre ensemble à chaque fois qu'on parle d'espèce chimique aux infos. Voilà, il y a une espèce chimique qui s'est répandue d'un bateau dans la mer, il y a une espèce chimique qui compose tel produit, faut pas l'avoir. Qu'est-ce que c'est une espèce chimique? On en parle souvent, on en parle partout, mais on sait pas le définir. Eh bien, aujourd'hui ça change. Vous marquez du coup qu'une espèce chimique, ça désigne de manière générique, ça désigne généralement, un ensemble d'entités chimiques identiques. Voilà. Dès lors qu'on parle d'un ensemble d'entités chimiques identiques, par exemple, si je prends plein de pièces de monnaie, une espèce monétaire, ce serait toutes les pièces de 10 centimes, par exemple. Ok? Quelle que soit leur année, quelle que soit, si elles sont abîmées ou pas, ce sont toutes des pièces de 10 centimes, donc ça constitue une espèce monétaire, par exemple. Eh bien, si je prends que des atomes d'hydrogène, par exemple, ou que des molécules de glucose, par exemple, ou n'importe quoi d'autre, eh bien toutes ces molécules de glucose ou tous ces atomes d'hydrogène constituent ce qu'on appelle une espèce chimique. Ok, parce qu'elles sont composées de plein d'entités qui sont toutes identiques entre elles. Alors ces entités chimiques, ça peut être quoi? Ces entités chimiques peuvent être, ça par contre vous le notez, ces entités chimiques peuvent être soit un atome d'hydrogène, atome d'hélium, atome de n'importe quoi, pourvu qu'il est dans le tableau périodique, normalement c'est un atome. Ça peut être une molécule, donc ça peut être soit un atome, soit une molécule. Une molécule c'est quoi? C'est un assemblage d'atomes, ça peut être deux atomes liés entre eux, ça peut être 36, ça peut être 42 millions. Les molécules peuvent aller jusqu'à l'infini, ça vous le verrez dans le programme de première
spécialité, terminal spécialité bien plus précisément, mais on peut faire croître une chaîne d'atomes à l'infini en fait, donc du coup, c'est ce qui donne les matières plastiques d'ailleurs. Donc du coup, une molécule, ça commence à un assemblage de deux atomes, parce qu'un seul atome, bah, c'est un atome. Donc du coup, dès que deux atomes se lient entre eux, on a une molécule, les plus simples que vous connaissez, par exemple diazote, dioxygène, qui sont les deux composants majoritaires de l'air. Et vous avez toutes les molécules beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes, beaucoup plus fournies. Mais ça peut être aussi un ion, donc troisième cas, une entité chimique, ça peut être un atome, ça peut être une molécule, ça peut être un ion. Et un ion, c'est quoi? C'est soit un atome, soit une molécule, ok, qui ensemble ont un nombre de protons et d'électrons qui est identique, donc un nombre de porteurs de charge plus et un nombre de porteurs de charge moins identique, et auquel au pluriel, soit à l'atome, soit à la molécule, auquel on a enlevé ou ajouté un électron, ou plusieurs électrons. Donc du coup, c'est de manière générique, de manière beaucoup plus simple, un ion c'est quoi? C'est une matière, ok, c'est un atome ou une molécule qui ne possède pas la neutralité de la charge électrique. Ça veut dire qu'elle a soit une ou plusieurs charges plus, réparties sur la molécule, sur l'atome, soit une ou plusieurs charges moins, réparties plus ou moins sur l'atome. Bah, tout simplement. C'est ça un ion. Grand B. Corps pur ou mélange, ça c'est un truc qu'on a vu en 5ème normalement, mais c'est pas prêt pour tout le monde, donc du coup on va le refaire. C'est pas grave. On appellera du coup un corps pur une substance qui va être composée que des mêmes entités chimiques. Et si on veut du coup réinvestir le mot-clé qu'on a appris ensemble, la définition d'espèce chimique, eh bien on appellera un corps pur, du coup, une substance qui n'est composée que d'une seule espèce chimique. Voilà. Tout simplement. Dès lors que vous avez l'ajout d'une deuxième espèce chimique dans le même milieu, ou de 2, ou de 3, ou de 10 000, bah vous avez ce qu'on appelle un mélange, c'est le contraire, un mélange. On appellera un mélange, du coup, une substance chimique, quelque chose de chimique, où il y a au moins deux espèces chimiques à l'intérieur, différentes. C'est-à-dire que si vous avez deux espèces chimiques à l'intérieur, ou 36, ou 1 milliard, je m'en fous, il y en a au moins deux. Donc du coup, c'est pas pur, vu qu'il y a un mélange de deux espèces chimiques. Voilà ce qu'il faut retenir de corps pur et de mélange. C'est deux mots-clés normalement que vous maîtrisez depuis la 5ème, mais qu'il fallait du coup que je rappelle ici. Pour être sûr que vous ayez bien compris la différence entre corps pur et mélange, je vais vous demander de réaliser ces petits exercices. Jouez le jeu s'il vous plaît à la maison, ça ne sert à rien du coup, que ce soit pour les révisions ou que ce soit pour ceux qui découvrent le cours à la maison. Ça ne sert à rien du coup de tricher, de passer à la suite de la vidéo, essayer de mettre sur pause et de résoudre ça. Donc du coup pour les 4 béchers ci-dessous, vous observez qu'à 4 il n'y a pas de S parce que 4 c'est un numéro, donc du coup il est invariable. Hein. Comptez le nombre d'espèces chimiques, puis, deuxième partie, en déduire s'il s'agit d'un corps pur ou d'un mélange. Mettez sur pause, faites l'exercice, et du coup je corrige juste après. Donc là en général je vais considérer que vous avez mis pause. Et après je corrige. Donc là vous avez mis pause, je corrige. Comment on fait pour résoudre cet exercice? Donc du coup, l'espèce chimique, j'ai pas mis des atomes précis, j'ai pas mis des molécules précises, on est encore au début en fait de la seconde. Donc là je vous ai résumé ça avec des formes géométriques, ok. Et après on va incorporer du coup la codification de Mendeleïev. Donc ici on a des ronds, on a des triangles, on a un pentagone ou un hexagone, je sais pas, un pentagone apparemment, des carrés. Donc du coup on a 1, 2, 3, 4... Bon, apparemment 4 espèces chimiques différentes. 1, 2, 3, 4. Ok, donc moi je vois 4. Ici. Là je vois que des ronds. 1. Là je vois triangle, triangle, triangle. Ah, il y a un carré ici. Donc 2. Des ronds, des carrés, des triangles, des ronds. 3. Ok. Donc du coup, bon là c'est pas 5, là c'est 4. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Vous avez carré, triangle, rond. Carré, triangle, rond, pentagone. Donc du coup c'est 4, il y a une erreur. Dans tous les cas, que ce soit 4 ou 5 ou 2 ou 3, c'est pareil, c'est un mélange. Ok. Encore une erreur sur la diapo. Ici, vu que vous avez qu'un, c'est pas un mélange, ici c'est un corps pur. Donc vous devez absolument mettre un corps pur. Je vais la corriger cette diapo parce que je vais pas laisser ça comme ça. Donc ici, vous avez 4. Et ici, du coup, vous avez un corps pur. Ok. Voici.
Donc du coup, corps pur, mélange, c'est corrigé. On passe à la suite. Grand C, mélange homogène et hétérogène. Vous avez vu que ça commence à se préciser. On a quand même des adjectifs que vous commencez à vous souvenir. Homogène, hétérogène, mélange, corps pur. Il n'y a que l'aspect chimique qui est vraiment nouveau, je pense, parce qu'il était tellement évident que pour vous, vous n'avez pas défini, vous l'avez admis tel quel, et sans vraiment savoir de quoi vous parlez. Mais en tous les cas, c'est des mots-clés qui commencent à remonter. Donc du coup, mélange homogène et hétérogène, grand C, on va dire qu'un mélange est homogène quand il est impossible à l'œil nu de différencier, que ce soit par de la constitution. Bon, là, on va parler juste des différences visibles à l'œil nu, hein. Mais on va aller plus loin après. Donc du coup, c'est quand il est impossible à l'œil nu de distinguer les espèces chimiques qui le constituent. Ok ? Ça veut dire que du coup, si vous observez quelque part où il y a une différence notable de couleur ou d'aspect, d'apparence, c'est mort, c'est pas homogène. Ok ? Ce n'est pas possible. Et j'allais encore plus loin que ça, pour ceux qui veulent faire la spécialité ou qui veulent aller encore plus loin que ça. Un mélange homogène, il doit avoir les mêmes caractéristiques physico-chimiques à 2 points aléatoires, ok, pris au hasard, de tout son milieu. Si vous prenez un bécher, par exemple, dans lequel vous avez versé, je sais pas, n'importe quel type de liquide, ok, je vais pas dire de l'eau, parce qu'il me faut vraiment un mélange, ok, donc l'eau que vous avez au laboratoire, c'est un corps pur, l'eau que vous avez, par contre, dans le robinet, c'est un mélange. Je vais revenir dessus après, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, si vous avez par exemple un côté du bécher qui est exposé, qui est à côté d'un chauffage, et l'autre qui ne l'est pas, mais qui n'a pas de, comment dire, d'agitation, il y a un côté du coup de votre liquide qui va être plus chaud que l'autre. Et ce côté-là, du coup, constitue ce qu'on appelle une hétérogénéité. Un point où c'est hétérogène. Un point où je peux dire, bah là, si je rampe mon thermomètre ici et que j'en plante un autre là-bas, j'observe 2 températures différentes. Donc j'ai une différence en fait entre 2 points de mon milieu. Et là on va sur l'hétérogénéité, ok. Donc là on va pas aller aussi loin, on va dire que pour l'instant notre niveau à nous, là de début de seconde, homogène c'est quand à l'œil nu, ok, sans instrumentation, sans rien, je ne peux pas voir, ok, je ne peux pas distinguer les espèces chimiques qui le constituent. Je ne peux pas avoir de différence de constitution là à l'œil nu entre 2 points de mon milieu. A l'inverse, si je vois par exemple que je sais pas, je mélange 2 trucs, je vais mélanger, je sais pas, je vais prendre une bille de métal, je vais la plonger dans un verre d'eau. Là, je vois clairement qu'il y a du métal à l'intérieur et je vois clairement qu'il y a de l'eau autour. Donc là, c'est hétérogène parce qu'il m'est possible, moi, à l'œil nu, sans instrumentation, sans rien, à l'œil nu simplement, il m'est possible de distinguer dans ce mélange au moins 2 espèces chimiques qui le constituent. Le métal de la bille, l'eau qui est autour. Ok ? Voilà, nous on va rester sur cette simplicité-là, et d'ailleurs je vais vous demander de faire l'application suivante, qui est de dire parmi ces mélanges, que je vais vous noter, ceux qui sont homogènes et ceux qui sont hétérogènes. Donc vous avez le sirop de menthe avec de l'eau, vous avez de l'huile avec de l'eau, et vous avez un mélange qui est très connu normalement, que vous avez vu en 4ème, qui est l'air. Je vous laisse du coup le résoudre. Je passe à la correction, donc si vous n'avez pas mis pause, c'est maintenant qu'il faut le mettre, hein, voilà, pour pouvoir le faire, donc je passe à la correction. Le sirop de menthe et l'eau, en fait, c'est homogène. Et l'air aussi. Par contre, l'eau et l'huile, ce n'est pas homogène. Alors pourquoi je dis que le sirop de menthe et l'eau, c'est homogène? D'autres vont me dire que c'est hétérogène, parce que si on verse doucement, en fait, on a moyen de mettre tout le verre en bas et de laisser l'eau en haut, parce que... Je m'en fous. Dès lors que vous êtes en sciences physiques, et vous parlez d'homogénéité ou d'hétérogénéité, cela ne doit pas dépendre de la manière dont vous les avez incorporés. Ok ? Pour la simple et bonne raison que quand vous voulez dire que quelque chose est homogène ou hétérogène, vous devez procéder à une agitation, laisser reposer et regarder ce qui se passe. Si jamais, par exemple, vous prenez un sirop de menthe avec de l'eau que vous commencez à mélanger et que vous attendez des jours entiers, la menthe et l'eau vont se mélanger de manière durable et ne vont pas se reséparer. Ça veut dire du coup que le sirop de menthe et l'eau sont homogènes. Ok ? Le mélange est homogène. On ne dit pas qu'ils sont homogènes, on dit que le mélange est homogène. On dit qu'ils sont miscibles, d'ailleurs, pour ceux qui ne se souviennent pas du terme. L'eau et l'huile, par contre, là, normalement, vous avez repéré l'erreur, c'est bien, et je vais la corriger. Vous commencez à comprendre que des fois, je glisse des erreurs. Et d'ailleurs, sur le prochain diapo, je vais en mettre, et il va falloir les trouver.
Du coup, sur la deuxième case que j'ai mis en rouge, du coup, ce n'est pas homogène, c'est hétérogène. Quand je prends de l'huile et de l'eau, je les mélange entre eux, j'agite, et certains vont me dire, oui, mais l'eau et l'huile, si on agite, ça se mélange. Effectivement, ça commence à se mélanger, mais quand vous laissez reposer, vous avez déjà immédiatement après agitation des bulles, des gouttelettes d'huile qui vont remonter à la surface de l'eau, et qui vont rester au-dessus de l'eau, sur une autre phase, on appelle ça, et qui vont du coup constituer une réserve d'huile qui ne se mélange pas avec l'eau. Ok ? Ensuite, autre chose que vous avez par rapport à l'huile, c'est que si vous attendez assez longtemps, normalement, toutes les molécules d'huile finissent par remonter et se séparer, se désolidariser de l'eau. Enfin, l'air, si je prends un petit peu d'air qui est là et un petit peu d'air qui est ici, je vois pas de différence. Et vous, normalement, vous ne devriez pas être capable d'en voir non plus. Il existe des exceptions, par contre, là, sur ce cas-là, je veux bien négocier. Si vous voyez un feu de forêt, par exemple, quelque part, vous allez voir qu'au-dessus de ce feu, il y a une fumée noire qui se dégage, et l'air qui est là-bas, effectivement, est hétérogène, parce que dans n'importe quel point du ciel, l'air n'est pas présent sous le même aspect. Ok, vu qu'il y a un composant supplémentaire qui est la fumée. Donc vous voyez de l'air et de la fumée. Donc forcément, vous avez hétérogénéité de votre air à cet endroit-là. Mais si on prend un cas classique, normal, là, dans ma pièce par exemple, il n'y a aucun point où il y a une différence notable. Et vous pouvez le faire chez vous. Normalement, si vous ne fumez pas, voilà, donc pour les non-fumeurs, ou si vous êtes en train de fumer, arrêtez-vous 2 secondes. Le temps de comprendre l'exemple, et puis si vous pouvez arrêter tout court, c'est encore mieux. Regardez, ok, donc évacuez votre fumée pour ceux qui fument. Je vous laisse le temps. Mais dans tous les cas, pour ceux qui ne fument pas, vous voyez qu'autour de vous, là, il n'y a aucune différence notable entre un endroit de votre atmosphère et un autre endroit. C'est impossible, ok. Il n'y a aucune différence. On met grand 2, du coup, identifier une espèce chimique. Et grand A, température de changement d'état. Maintenant que vous êtes capable de décrire avec les mêmes mots que moi et que n'importe quel physicien en fait du monde, la matière qui vous entoure, avec les mots-clés espèce chimique, homogène, hétérogène, mélange, corps pur, vous êtes capable du coup d'identifier une espèce chimique et de raconter sous quelle forme elle est. Ou, à l'inverse, de décrire une espèce chimique et de déduire ce que c'est. Par contre, pour déduire quel genre d'espèce chimique vous avez devant vous, je dois vous donner quelques notions, quelques grandeurs, qui vont vous permettre en fait d'établir à coup sûr la relation qu'il y a entre votre observation et votre déduction, donc du coup d'arriver à la bonne espèce chimique à la fin. Faut savoir qu'à pression fixée c'est important parce que si vous modifiez la pression, du coup la température de changement d'état est modifiée. Donc du coup, absolument, il faut parler à pression fixe. Il faut savoir que chaque espèce chimique possède une température d'ébullition et de fusion qui lui sont propres. Ok ? Si je prends par exemple une espèce chimique qui passe de l'état solide à l'état liquide à 0 degré Celsius et qui passe de l'état liquide à l'état gazeux, à 100 degrés Celsius, vous l'avez tous deviné chez vous, je parle de l'espèce chimique eau, de formule chimique H2O. Et si je vous parle de l'eau et que je vous demande de me donner les températures d'ébullition et de fusion, vous allez tous me répondre 0 et 100 degrés Celsius. Et il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a que à l'eau que ça appartient, dans les conditions normales de pression, de bouillir à 100 degrés et de fondre à 0 degrés Celsius. Je parle bien de degrés Celsius. Ok ? Ce sont des grandeurs qui lui sont à elle. Et c'est super important de dire ça, et c'est pour ça que je vous fais marquer en rouge juste après, qu'on va le souligner en plus, c'est que si chaque espèce chimique possède ses propres températures de changement d'état, alors cette température de changement d'état permet de caractériser l'espèce chimique. Je sais pas si j'étais bien clair, mais en gros, si j'ai une espèce inconnue dans une bouteille d'eau, dans une tasse ou un truc comme ça, je sais très bien que si je la porte à 100 degrés Celsius, et qu'elle commence à bouillir à cet endroit-là précis, en termes de gamme de température, eh bien je suis sûr que ça, c'est de l'eau. Ok ? Par contre, si jamais elle ne bout pas à 100 degrés, mais à 60, c'est pas de l'eau. Ce sera autre chose.
Mais ça, on connaît parce qu'on a fait l'expérience sur à peu près tous les liquides qui nous sont passés par la main, après tous les solides et tous les gaz, ok. Et toutes les espèces chimiques qu'on a du coup un petit peu manipulées sont référencées dans un bouquin, ok, qui est très cher, qui s'appelle le Handbook. Et ce handbook, du coup, résume toutes les caractéristiques physico-chimiques, comme la température de fusion, d'ébullition, la densité, pas mal de choses en tout cas, qui permettent en fait, une fois que vous procédez à ce genre d'expérience, du coup, de faire chauffer une espèce chimique et de regarder à combien elle change d'état, et ben ça permet ensuite de se référer à ce bouquin, à ce livre, pardon, on dit livre, s'il vous plaît, parlez correctement, et moi aussi d'ailleurs. Donc vous référez du coup à cet ouvrage et vous regardez à la section température d'ébullition, regardez quelle température d'ébullition vous avez mesuré et vous pouvez remonter du coup à une solution. Voilà. Donc du coup ça c'est super important. Si chaque espèce chimique possède ses propres températures de changement d'état, alors chaque température de changement d'état peut caractériser une espèce chimique et donc du coup grâce à ça vous pouvez retrouver l'identité en fait de l'espèce chimique que vous avez devant vous. Je vous fais un petit rappel quand même, et ça vous le mettez bien dans votre cahier ou dans votre classeur. Les changements d'état de la matière qui passent de solide à liquide à gazeux ou inversement ou directement de solide à gazeux, ok. Parce que je vous rappelle que la frontière entre solide et gazeux existe. Il y a une frontière. Imaginez en fait, pour ceux qui sont un peu forts en géographie, vous savez que la Suisse, la France et l'Allemagne par exemple ont une frontière commune, ok. Il y a un point où c'est presque les trois, ils sont à côté, ok. Vous l'avez ce point-là? Bah du coup, si jamais vous voulez faire pareil, bah imaginez que le solide c'est la France, le liquide la Suisse et le gazeux c'est l'Allemagne. Et bien du coup, il faut savoir on peut passer de la France à l'Allemagne directement. On n'est pas obligé de passer par la Suisse. Ok? L'analogie elle est là en fait, c'est que solide et gazeux ont une frontière commune. Et si on change la pression, en fait, si on se met une pression donnée mais qui est autre que celle qu'on connaît, que celle qu'on a l'habitude de travailler dedans, eh bien, le solide et le gazeux ont une frontière qui est commune, et si vous commencez à lever la température à la bonne pression, eh bien, vous allez voir, en fait, un glaçon, par exemple, passer de l'état solide à l'état gazeux directement. Ça existe, c'est possible, et la réaction inverse, du coup, la réaction physique inverse, est possible également. Il suffit de rebaisser la température à pression constante. Donc du coup, je vous les rappelle quand même, quand on passe de solide à liquide, ça s'appelle la fusion. Rien à voir avec le fait de mettre deux entités ensemble en plus qu'une seule. Hein. Fusion qui vient du terme fonte, ok. Donc qui veut dire fondre quelque chose. Donc là, de passer d'un solide à un liquide, on fond le métal pour le forger, on fond la glace pour pouvoir la boire. Si jamais vous voulez boire des glaçons dans votre verre, donc le glaçon normalement est là pour rafraîchir votre verre, mais le glaçon finit par fondre et vous buvez la glace comme ça, on est d'accord. Donc du coup, dans les deux cas, on appelle ça une fonte et ça s'appelle du coup la fusion. Ensuite, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, on appelle ça la vaporisation, ok. Et ensuite, quand vous faites le chemin inverse, quand vous passez de l'état le moins au plus condensé, ok, gazeux vers liquide, ça s'appelle toujours ça s'appelle toujours comme l'état final auquel vous aspirez. Hein. Donc de gazeux, vous voulez arriver au liquide, liquéfaction, et de liquide, vous voulez passer à solide, solidification. Ensuite, de solide à gazeux, vous avez la sublimation, et enfin de gazeux à solide, c'est une condensation. Voilà, tout simplement le rappel. Donc du coup, je pense qu'il n'y a que la flèche bleue de gazeux à solide que vous n'avez jamais entendu parler, et il est possible que sublimation, vous avez déjà entendu parler, mais je vous le redis, c'est pas au programme, ces deux-là, mais si vous voulez les noter pour votre culture générale, c'est toujours bien à prendre. Ok ? Petit B, test chimique. Alors du coup, les tests chimiques, comment on peut dire ça simplement? Vous avez déjà vu les experts à Manhattan, Miami et je sais plus où. Normalement, à chaque fois qu'il y a une scène de crime, ils vaporisent une espèce chimique là avec leur voilà, leur vaporisateur. Ils regardent partout, il se passe rien après tout, hein, apparemment. Là, ils ferment la lumière, une lumière ultraviolet, et là c'est le décor de fou, quoi. C'est partout, c'est illuminé. On voit les traces de sang qui apparaissent comme par magie. Et bien, ce n'est pas de la magie. C'est un test chimique. En gros, chaque espèce chimique possède un ou plusieurs tests hein, qu'on peut mettre en pratique. Mais par exemple, celui du sang, vous le connaissez très bien dans les experts. On vaporise quelque chose dessus. Et avec une lumière ultraviolet, eh bien, elle s'illumine. Il y a un changement de couleur qui est vachement vif et qui saute aux yeux. Je veux dire, là, si l'inspecteur il le voit pas,
il n'y a pas moyen de louper. Enfin, c'est vraiment, c'est super, comment dire, c'est super, ça saute aux yeux, quoi. Donc du coup, un test chimique, c'est deux choses. C'est d'abord savoir quelle espèce chimique vous cherchez pour adapter celui que vous allez faire réagir avec, ok, ce qu'on appelle l'espèce caractéristique, le réactif caractéristique aussi. Et deuxième chose, il faut que le résultat du test soit super visible, ok. Ça, c'est les deux trucs. Donc du coup, un test chimique, c'est une expérience dont le résultat visible en rouge, ok, un changement de couleur par exemple, mais ça peut être autre chose aussi, hein, qu'un changement de couleur, qui permet de montrer la présence ou l'absence, parce qu'un test n'est jamais loupé, un test chimique n'est jamais loupé, c'est-à-dire que si jamais il est positif ou négatif, vous en retirez une information, ok. C'est pas par exemple, j'ai fait un test, ah, il est loupé. Non, il n'est pas loupé. Est-ce qu'il y a présence, test positif, est-ce qu'il y a absence, test négatif. Et vous avez dans tous les cas l'information que vous cherchiez à la base. Est-ce qu'il y a présence ou pas. Donc du coup, votre test, en fait, ne peut pas être raté, toujours réussi, mais est-ce qu'il est positif ou négatif, à vous d'en retirer ensuite ce que vous voulez en faire. Ok, donc ça permet de montrer la présence ou l'absence d'une espèce chimique dans l'échantillon qui est testé, sur la surface qui est testée, dans le volume qui est testé, etc., etc. Ça, vous avez compris. À notre niveau, on va s'intéresser du coup à 4 tests chimiques, celui de l'eau, du dihydrogène, du dioxygène et du dioxyde de carbone. Ok? Il y en a 3 des 4 que vous connaissez déjà. On commence par l'eau du coup. Pour identifier de l'eau, pour caractériser de l'eau, il suffit en fait de verser le liquide que vous soupçonnez être de l'eau sur une poudre blanche qui s'appelle du sulfate de cuivre anhydre. Ce sulfate de cuivre anhydre, en fait, une fois que vous allez verser l'eau dessus, donc là j'ai fait le schéma de l'expérience, c'est ce qu'il y a sur mon cahier, hein. Ça c'est photo que vous avez avec les quadrillages, c'est mon cahier. Donc du coup c'est ce que vous devez avoir vous aussi, et j'espère que vous prendrez une règle et que vous ferez les dessins avec le plus de soin possible. Les dessins ou les schémas, ça dépend, là c'est un schéma, mais j'espère que vous ferez du coup du mieux possible afin d'avoir le cahier et l'outil de travail le plus propre possible afin de pouvoir ensuite réviser dans les meilleures conditions possibles. Donc du coup vous avez une coupelle, c'est un verre de montre, hein, c'est ce que vous avez ici. Donc là avec la perspective je pense que c'est plutôt des verres ou des... ouais, on dirait plutôt un pot de yaourt la laitière. Bon, en vrai en chimie il faudrait qu'on prenne un bécher pour ça, hein. Mais bon là j'ai pris une image sur le net, hein, que je n'ai pas référencée d'ailleurs sur mon diapo, mais c'est pas grave. Elle a été libre de droit vu qu'elle est sur Google Images. Donc du coup on a un verre à pied, un verre de montre, un bécher, et on met du coup un échantillon de sulfate de cuivre à l'intérieur. Donc sulfate de cuivre anhydre, hein, c'est super important. Les codes je vous les ai mis là, au cas où si vous les retrouvez plus tard, si arrivé en première vous voulez savoir ce que c'est le sulfate de cuivre anhydre, bah, c'est CuSO4, ok. Et le sulfate de cuivre tout court hydraté, bah, c'est CuSO4 avec parenthèse H2O et le nombre de molécules d'eau que vous avez rajouté. Donc dans tous les cas, quand vous versez un petit peu de liquide dessus, si jamais ce liquide ne contient pas d'eau, il ne se passe rien. Mais si jamais ce liquide contient de l'eau, eh bien la surface qui a été en contact avec l'eau, qui a été ainsi versée, devient bleue. Donc du coup, vous avez une tache bleue qui apparaît sur toute la poudre qui a absorbé cette eau en fait. Et donc du coup, pour conclure cette expérience, on dit qu'au contact de l'eau, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Et c'est un bleu qui est vachement joli, je tenais à vous le montrer quand même. Et on sera amené de toute façon à faire les tests caractéristiques, hein, ça c'est pas de problème en TP. Mais dans le cas où vous ne seriez pas là, je vous l'ai mis ici. Donc du coup, voilà, vous avez le sulfate de cuivre une fois qu'il a absorbé l'eau à gauche, et le sulfate de cuivre avant qu'il ait absorbé l'eau à droite. Deuxième test caractéristique pour identifier le dihydrogène. Le dihydrogène est un gaz, donc du coup il n'est pas facile de le caractériser. À l'inverse d'un liquide ou d'un solide qu'on peut verser dans un contenant, le gaz lui va s'en échapper. Il va se mélanger avec l'air qui vous environne et du coup va se diluer entre guillemets dans votre atmosphère et vous ne pourrez plus du coup avoir une matière assez concentrée pour pouvoir faire votre test. Donc c'est assez contraignant. Dans tous les cas, il existe une manipulation qu'on appelle du coup le déplacement d'eau, qui va consister en fait à prendre un bécher que vous avez ici. Donc là vous avez un bécher avec à l'intérieur en fait une réaction qui va produire, ok, une réaction chimique, on s'en fout de laquelle, mais une réaction chimique qui va produire du coup de l'hydrogène, ce gaz qui s'appelle H2. En général, on met du magnésium avec de l'acide chlorhydrique et ça dégage de l'hydrogène sans aucun problème. Donc du coup, cette réaction chimique permet de dégager de l'hydrogène. On ferme le bécher pour pas que ça se mélange avec l'air qui nous entoure.
Et on va y adapter un petit tuyau en fait, donc ça on l'a au laboratoire, on pourra le faire. Hein. D'ailleurs on le fera, je pense. On va du coup adapter un petit tuyau qui va laisser partir le gaz dans une direction qui est privilégiée et vers un tube à essai qui est disposé à l'envers dans un aquarium ou dans un cristallisoire. Ça dépend ce que vous avez du coup comme matériel. On a beaucoup de cristallisoires, mais on n'en a pas assez. Je pense qu'il y a un aquarium parmi tout le matériel qu'on a au labo. Mais dans tous les cas, dans l'un des deux, que vous avez préalablement rempli, on va du coup, au préalable aussi là, remplir un tube à essai entièrement d'eau. On va le vider de son air. Et on va le retourner du coup à l'envers avec l'ouverture vers le bas, qui communique du coup avec l'eau qu'il y a dans votre récipient beaucoup plus large, ok, afin que l'air ne rentre pas et que l'eau reste bien dans le tube à essai. Une fois que vous avez fait ça, vous allez adapter la sortie du tube en dessous du coup de ce tube à essai, ok, la sortie du tube, du tuyau, hein, qui permet le dégagement du gaz là. Donc ce tuyau là que je passe avec la souris, on l'adapte sous le tube à essai. Et donc du coup, les bulles de gaz, de dihydrogène qui vont arriver et qui vont du coup essayer de monter dans l'atmosphère, enfin dans l'environnement qui leur est donné, et bien du coup ils vont monter dans le tube à essai. Et le fait du coup de monter, de se mettre en haut, et bien ils vont déplacer le niveau de l'eau du tube à essai dans le cristallisoire, dans l'aquarium, ok. Au bout d'un moment, bien sûr, vous aurez des bulles qui vont rentrer dans le tube à essai, qui vont ressortir sur le côté, parce que le tube à essai, du coup, est plein de dihydrogène, et donc, du coup, il faut qu'il s'échappe ailleurs, et là, il n'y aura plus qu'à plonger le doigt, fermer le tube à essai, et venir le sortir de l'aquarium. Bon, bien sûr, il va falloir se mouiller la main, mais il n'y a rien de dangereux, c'est que de l'eau, hein. Et le dihydrogène, du coup, c'est pas dangereux pour la peau non plus, donc on peut le faire. Au pire, vous prendrez un gant, et tout ira bien. Dans tous les cas, entre votre doigt et la paroi du tube à essai, vous avez du coup que du dihydrogène, vous n'avez plus d'air. Et du coup, vous avez un tube à essai qui est plein de dihydrogène pur. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir du coup caractériser. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est une manipulation qui s'appelle l'expérience du déplacement d'eau, parce que vous allez déplacer du coup l'eau qui est dans le tube à essai pour le remplacer par le gaz que vous voulez caractériser. Mais c'est une manip que je vais vous expliquer afin de procéder ensuite au test caractéristique du dihydrogène. Et en fait, le test caractéristique du dihydrogène, c'est simplement d'approcher une flamme au contact de ce gaz, mais du coup, il va falloir l'enfermer au préalable. Donc, vous l'avez dans votre tube à essai, vous débouchez avec votre doigt, vous approchez l'allumette, et normalement, vous avez une détonation qui retentit, on appelle ça un aboiement, et ça fait un espèce de bruit que je ne me risquerai pas de faire, mais que vous connaissez très bien. Donc du coup, résultat de l'expérience, au contact de la flamme, je dis bien entre guillemets, parce que la flamme n'est pas une matière, ok. La flamme n'est pas une matière, on ne peut pas toucher une flamme. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Si vous êtes sage avec moi et qu'on a du temps, et que vous voulez poser des questions à la fin d'un cours, je vous y répondrai. Si vous voulez le poser en commentaire, et que vous êtes assez attentif, je vous y répondrai. Mais dans tous les cas, la flamme, ce n'est pas une matière, je peux vous le dire d'ores et déjà, on ne peut pas entrer en contact avec une flamme, c'est pour ça que je mets des guillemets, ok. Je vous laisserai du coup essayer de tenter de m'expliquer ce que c'est. C'est très intéressant, mais c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous encore à l'heure actuelle. Dans tous les cas, au contact de la flamme, donc du coup à proximité de la flamme, une détonation retentit. Voilà la conséquence de l'expérience. Excusez-moi. Troisième gaz du coup troisième espèce chimique qu'on va caractériser, c'est dioxygène. Normalement ça vous l'avez fait. Vous avez fait du coup cette expérience au collège. Vous avez un bécher auquel vous avez adapté du coup un couvercle et vous avez un morceau de charbon qui est retenu par une ficelle ou par une tige de fer, enfin ce que vous voulez. Et vous allez mettre du coup, ce morceau de charbon qui était incandescent, donc vous l'avez brûlé, ok, avec une flamme, avec une source de chaleur, et vous l'avez éteint. Donc du coup il est encore incandescent, c'est encore une braise si vous voulez. Et quand vous allez le mettre du coup dans l'air, dans le bécher rempli d'air, en fait la braise va continuer un petit peu à être vive, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et elle va finalement du coup arrêter d'être lumineuse. Par contre, quand le charbon lui est posé dans du dioxygène pur, vous allez voir que la braise va devenir de plus en plus vive. Et en fait le charbon va brûler beaucoup plus. D'ailleurs, si vous l'avez éteint juste avant, il se rallume dès lors que vous le mettez dans le dioxygène. C'est assez flagrant.
Donc du coup, on peut dire que la combustion, il s'agit d'une combustion. En fait, chaque objet qui brûle est animé d'une combustion. Ok. La combustion est plus vive dans le dioxygène. Alors, j'en ai en train de penser à ce que je viens de dire. Attention, hein, tout ce qui brûle est une combustion. Mais tout ce que vous voyez brûler n'est pas forcément en train de brûler. Hein. Ok. Le soleil, par exemple, vous dit que c'est une grosse boule de feu, mais c'est pas du feu. Hein. Enfin, c'est pas du... C'est pas une combustion, quoi. Ça aussi, je vous laisse y réfléchir. Quatrième et dernier aspect chimique qu'on caractérise aujourd'hui, c'est le dioxyde de carbone. Donc du coup, sachez que le charbon qu'on a fait brûler auparavant, on va récupérer le gaz qui était à l'intérieur, ok. Ou alors on va mettre d'abord le réactif caractéristique bien au fond, afin de commencer déjà à faire la manipulation. Mais bref, pour caractériser le dioxyde de carbone, vous avez une espèce chimique qui s'appelle l'eau de chaux. Et bien si vous reproduisez la même expérience que tout à l'heure, en mettant un petit fond d'eau de chaux à l'intérieur, et que vous agitez à la fin de la combustion, bah vous verrez que cette eau de chaux, qui était au départ limpide et incolore, va finir par se troubler et afficher en fait une couleur blanchâtre, qui est pas très belle, mais qui est caractéristique en fait du mélange entre le CO2, le dioxyde de carbone et l'eau de chaux. Vous avez du coup appris avec moi 4 tests chimiques caractéristiques, ça veut dire que ces 4 espèces chimiques, vous pouvez les caractériser, mais chaque test caractéristique fait des fois apparaître un réactif caractéristique. Donc dans tous ces cas-là, en fait, le test caractéristique du dioxyde de carbone grâce à l'eau de chaux est aussi le test caractéristique de l'eau de chaux grâce au dioxyde de carbone. Et c'est pareil pour l'eau et le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, si je prends une poudre blanche, je verse de l'eau dessus et il se passe rien, bah c'est pas du sulfate de cuivre anhydre. Par contre, s'il devient bleu, à ce moment-là, c'était du sulfate de cuivre anhydre et ça devient du sulfate de cuivre. Ok ? C'est très important de savoir qu'un test caractéristique en fait est partagé par 2 espèces chimiques et non pas l'une qui est soumise à l'autre. Ok ? C'est vraiment une réaction entre 2 espèces et non pas une réaction de l'une sur l'autre. C'est très important ça de le savoir. C'était le sujet de votre premier TP du coup que vous avez mené la semaine dernière, ok, avec moi. C'est masse volumique et donc du coup on le voit en cours cette semaine. Pour ceux qui vont voir la vidéo, on n'est pas encore arrivé. Normalement on le voit demain. Donc du coup, ceux qui l'ont déjà vu, je suis désolé. Ceux qui vont voir la vidéo après le cours, tant mieux, vous avez révisé, vous l'avez découvert ensemble avec moi. Par contre, si vous voyez la vidéo avant le cours, je suis désolé, mais normalement, c'était pas censé vous faire découvrir le cours. Normalement, vous devez m'attendre pour le découvrir. C'est bien de l'avoir regardé, mais du coup, essayez de retrouver du coup ce que j'avais dit en vidéo lors du cours. La masse volumique d'une espèce chimique, c'est quoi ? C'est la masse que possède un volume bien précis, bien donné, ok, contenant uniquement cette espèce chimique. Si je prends de l'eau, par exemple, je sais que l'eau, si je prends un volume de 1 litre, je vais mesurer 1 kg. Je prends une bouteille d'1 litre, ok. J'ai 1 litre d'eau. Si je mets sur une balance, ça fait 1 kg. Et je m'en fous de savoir si c'est une Vittel, une Evian ou un machin. C'est presque pareil, hein. Mais la masse, en fait, d'1 litre que de H2O, ok, qu'elle provient de n'importe quelle source du monde. N'importe quelle eau, de n'importe quelle source du monde. N'importe quelle eau que j'aurais débarrassé de ses minéraux. Que je mets sur une balance. Et que j'impose cette balance de me donner la masse d'1 litre, ça donnera 1 kg. Ok, 1 kg, c'est obligatoire. Et que ce soit n'importe où sur la planète. Hein. Je dis bien n'importe où. C'est-à-dire que n'importe où, au bord de la plage, au lycée, chez moi, mon pèse-personne, je mets une bouteille d'1 litre au-dessus d'eau distillée. Et partout, j'aurai la même masse. C'est ça la masse volumique. Et c'est super important parce que dès lors que je vais procéder à un mélange, ok, et que je vais dire maintenant c'est de l'eau salée, et si jamais j'ai l'espèce eau et l'espèce sel du coup en même temps, ok, et bien du coup j'ai une nouvelle j'ai l'espèce comment dire, je peux pas dire que c'est une espèce chimique, mais si j'ai le mélange eau salée et que ce mélange là je vais le peser n'importe où et que j'ai 1 litre, et bien quelqu'un qui a pris la même recette que moi, en admettant qu'il ait vraiment pris les mêmes proportions et qu'il refait la même chose, il va trouver la même masse. Ok.
Parce que la masse volumique de mon eau, c'est la même, la masse volumique du sel, ça va être la même, et s'il prend les mêmes proportions pour faire le mélange, bah forcément, la masse volumique du mélange, c'est la même aussi. C'est super important, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je fais l'opération inverse, là, je vais voir un autre prof, je prends sa bouteille d'eau, et je me dis, ça fait 1 litre. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'eau à l'intérieur. Bah, si je le pèse et que ça fait 1 kilogramme, bah, je suis sûr que c'est de l'eau. La grandeur, en fait, masse volumique, c'est comme la température changement d'état, et c'est comme les tests chimiques, ça me permet de déterminer à coup sûr de quoi je parle, de quelle espèce chimique à laquelle je suis confronté. Ok? Par contre, l'effet inverse, donc du coup, l'effet de dire j'ai une espèce chimique inconnue, et grâce à la masse volumique, je remonte à cette espèce chimique-là, ça ne marche que pour les corps purs. Si vous avez affaire à un mélange, bah vous pouvez avoir une masse volumique qui est pareille que celle d'un autre corps pur. Ok. Malheureusement. Bon, par contre, c'est une grandeur qui permet d'exprimer, du coup, enfin de dissiper un doute quant à une espèce chimique inconnue. Si vous avez une espèce chimique et vous mesurez du coup sa température d'ébullition, bah vous pouvez aussi mener une opération, enfin une expérience sur sa masse volumique, et à ce moment-là, bah, vous remontez à l'information que c'est bien l'espèce que vous avez mis en lumière. Donc dans le cas de l'eau, il faut savoir que ρ, c'est pas un P, ok, c'est ρ, c'est une lettre grecque qui se note comme un P, mais un petit peu en biais, en italique. Ça se prononce ρ, et ça se trouve par la relation suivante, masse divisée par volume, ok. Donc ça s'appelle du coup la masse volumique, ça divise la masse par le volume. On ne peut pas faire plus simple. Donc du coup, c'est la masse que possède un volume donné d'une espèce chimique, divisé par le volume donné de cette espèce chimique, et bien ce résultat, ça donne la masse volumique. Et ce rapport, du coup, cette division, donne un résultat qui est constant, peu importe le volume que je prends, vu que la masse, en fait, va s'adapter. Ou inversement. Si je prends 3 kilos d'une espèce qui s'appelle H2O, bah, je suis sûr que je vais avoir 3 litres. Et si je prends 10 litres de H2O, je sais que j'aurai 10 kilos. Parce que dans tous les cas, quand je vais diviser la masse de l'échantillon que j'ai pris d'H2O par le volume qu'occupe cet échantillon, eh bien je sais que je vais toujours trouver 1,0 kg par litre. Je sais que je vais retrouver du coup 1000 grammes par litre. C'est comme ça. Et ce sera toujours pareil. C'est ça qui est formidable avec cette relation. Enfin, petite idée, vous l'avez peut-être vu en collège, si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, nous allons le refaire en TP ensemble, au TP numéro 4, il me semble. Je crois que c'est le 4ème TP, on fera du coup la chromatographie sur couche mince. Qu'est-ce que c'est? Bah, la chromatographie sur couche mince, c'est une méthode physique de séparation des constituants d'un mélange. En gros, j'ai mélangé plein de choses dans mon truc, je sais plus ce que j'ai mis. Eh bien, il existe des manières de retrouver quelle espèce chimique j'ai mélangée à l'intérieur de l'échantillon qu'on me donne. Ok? C'est comme ça, par exemple, qu'il y a des scientifiques dans les experts qui prennent un échantillon de sang, par exemple, et ils disent celui-là, il était drogué. Comment il sait? C'est mélangé au sang, une goutte de drogué, et enfin une goutte de sang de quelqu'un qui a consommé une matière illicite, et une goutte de sang de quelqu'un qui n'a rien consommé. À l'œil nu, c'est un mélange qui est homogène. On voit pas la différence. Comment on peut faire? Eh ben, il y a la chromatographie sur couche mince, qui est une méthode qu'on peut utiliser. Bon, bien sûr, dans les experts, ils ont une machine qui vaut très très cher et qui, comme par magie, donne le résultat sur un très beau spectre que vous ne comprenez pas. Faut savoir que déjà, cette machine, je suis pas sûr que... je suis pas sûr qu'il y ait des machines qui puissent faire ça comme ça. Hein, je sais pas. Ça existe, bah c'est cool. Mais dans tous les cas, bah c'est quand même des machines... Je pense que c'est un assemblage de machines qui permet de faire ce genre de choses. Il n'y a pas une précisément qui le fait de A à Z. Mais dans tous les cas, ce qu'ils font avec leurs grosses machines, et d'avoir le résultat très très vite pour le cinéma, c'est plus long que ça. Vous pouvez le faire, vous, au lycée, du coup en 3 semaines. La chromatographie, le principe il est super simple. C'est que vous allez vous baser sur une différence d'affinité qu'ont des substances à l'égard de 2 phases, qu'on va appeler la phase fixe et la phase mobile. Je vais vous montrer ce que c'est. En gros, une chromatographie sur couche mince, déjà vous avez une plaque, ok, que vous allez faire tremper dans un liquide qu'on appelle l'éluant. L'éluant, en fait, par juste capillarité,
Donc quand vous plongez un tissu dans l'eau, il finit par se mouiller. Mais si vous plongez que le bas, par exemple, d'un tissu, vous avez vu que l'eau monte, progresse dans ce tissu, en fait. Eh bien, l'éluant, on va dire qu'il va progresser aussi, hein, du coup, dans la phase qu'on appelle fixe, donc la phase qui bouge pas, votre plaque. Et la phase mobile, l'éluant, du coup, va monter et va, du coup, éluer sur votre plaque qui est en général faite en silice. Le but du jeu, en fait, est de tracer un trait en bas à 1 cm du bord. Et ce trait, vous allez déposer, en fait, la substance que vous pensez avoir identifiée. Ok ? Donc le corps pur de la substance que vous avez pensé avoir identifiée. Donc dans le cas des experts, par exemple, je vais prendre un morceau de... Je sais pas, un peu de drogue, je vais la mettre dans l'eau. Et je vais déposer une goutte de cette eau droguée, entre guillemets, sur mon point que là, ici, j'ai appelé B. Et du coup, sur le point que j'ai appelé A, je vais mettre le mélange dans lequel je pense qu'il y a le corps pur B. Ok ? Donc là, si je refais mon exemple, le mélange A, c'est la goutte de sang de la victime ou de l'agresseur en question. Et B, c'est la substance illicite que je cherche à l'intérieur de la goutte de sang. Au moment où je vais faire progresser, où je vais faire éluer du coup l'éluant sur la plaque de silice, il va finir par rentrer en contact avec la ligne, ok ? Donc l'éluant là, il est en bas, ok ? La plaque de silice, elle est ici. Et au bout d'un moment, bah, l'éluant, il va monter dans la plaque de silice jusqu'à arriver sur la ligne. Et là, au moment où il arrive sur la ligne, d'ailleurs, il faut penser à bien poser la plaque de manière perpendiculaire, bien droite. Sinon, si c'est penché, bah, l'éluant, il monte pas pareil. Donc il faut bien qu'elle soit droite. Et vu que l'éluant, en fait, va monter sur toute la plaque en même temps, il va entraîner A et B en même temps. Le truc, c'est qu'un liquide, c'est comme si vous essayez de porter un camarade. Bah, selon le camarade que vous portez, vous allez avoir plus ou moins de difficultés. Et je vise personne, bien entendu. Hein. Mais dans tous les cas, les molécules, c'est pareil. Vous avez des molécules qui sont très petites, très légères. Et vous avez des molécules qui sont bien davantage massiques et grosses. Donc du coup, en fonction de l'éluant et de la molécule, bah, vous allez avoir des molécules qui vont avoir beaucoup de mal à être transportées par masse, mais aussi beaucoup de mal à être transportées par affinité. Essayez, vous qui mesurez peut-être 1m40, 1m50, de porter le camarade qui a redoublé 2 fois sa seconde, ok, et qui est déjà bien costaud, qui va à la salle, etc., et qui vous aime pas. Vous allez avoir du mal, quoi. Portez la camarade de classe, ok, qui fait la même taille que vous, et qui vous apprécie pas mal. Ça va être facile, elle est légère, et elle va pas se débattre. Portez quelqu'un, du coup, qui a fait du sport, qui est assez imposant, qui a eu le temps de grandir, qui fait 20 cm de plus que vous et 40 kg. Beaucoup plus dur de le transporter. Et imaginez ensuite un cas ou l'autre, hein, ok ? Là, dans les deux cas, ils sont dociles. Mais dans un cas ou l'autre, imaginez que la personne ne veut pas être portée et que vous essayez de l'obliger. Et bien, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de porter la personne qui fait 20 cm et 40 kg de plus que vous que la personne qui fait à peu près votre taille et votre poids. Ça c'est clair et net. Donc du coup, bah, c'est pareil en chimie. Si la molécule, elle est grosse et qu'il n'y a pas d'affinité, l'éluant va avoir beaucoup plus de mal de la transporter qu'une autre. Le truc étant, c'est qu'il n'y a que ces deux critères qui agissent sur la capacité d'élution qu'a une molécule, du coup, sur la plaque de silice. Ça veut dire que si vous avez 2 fois la même molécule sur 2 dépôts, sur A et B, on peut en faire plus, on peut faire C, D, E, hein, on peut en faire... bon, tant qu'on a une plaque de silice assez grosse et qu'il y a assez d'espace pour chaque espèce, on peut en faire autant qu'on veut. Mais dans tous les cas, si une molécule est présente dans A et qu'elle est présente sur B, eh bien ces deux molécules, vu que c'est le même éluant, elles vont migrer à la même hauteur. Et ça qui est vachement intéressant du coup dans la chromatographie sur couche mince, c'est que quand vous regardez en fait une espèce, donc là, par exemple là vous avez une tache verte pour A, il y a une espèce dans A qui n'est pas dans B, donc ce n'est pas celle-là, mais elle migre à une hauteur différente de la tache bleue, et elle donne une tache un peu moins allongée, donc du coup il se peut que vous ayez une très belle tache bien circulaire comme ça, vous pouvez avoir une tache qui est un peu plus allongée, qui peut être colorée, ok, ou qu'il va falloir avoir un révélateur, donc une lumière infrarouge, une lumière ultraviolet par exemple, pour aller la révéler, pour la mettre en couleur, pour la rendre visible. Mais en tous les cas, une tache qui arrive à la même hauteur correspond du coup à la tache formée par la même molécule. Donc là, sur la chromatographie ici que j'ai effectuée,
en schéma. La tache verte n'est présente que dans A, mais les taches bleues correspondent à la même espèce. Et donc du coup, je peux dire que l'espèce B, le corpure B, a été incorporé dans le mélange A. Je sais que dans A, dans le mélange A, ok, qui a été déposé sur A, il y a des molécules appartenant au corpure, donc à l'espèce chimique B. Donc du coup, si le mélange A dans les experts, là, c'est une tache de sang et que vous voulez retrouver de la drogue dedans, et que vous avez mis sur B de la drogue, et bah cette drogue du coup est bien présente dans le sang de la victime. Ou de l'agresseur, ou de la personne dont vous avez extrait le sang. Voilà. Voilà la chromatographie, à quel point c'est puissant. Et à quel point aussi c'est simple. Bon, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de calculer le rapport frontal de chaque espèce chimique. Donc ça veut dire la distance, en fait, à laquelle a migré l'espèce chimique, divisée par la distance de l'éluant, en fait. Ok. Donc l'éluant, il va arriver à un certain endroit. Si la molécule, bah, c'est exactement la même que l'éluant, bah forcément, elle va se rentraîner comme l'éluant. Donc du coup, elle va arriver tout en haut. Donc ça, c'est 100%. Ok. Par contre, si vous voulez avoir une migration précise, en fait, vu que ça, cette hauteur, en fait, ce rapport frontal, est caractéristique de chaque espèce chimique. Donc du coup, si vous avez l'éluant qui a progressé, parce que vous pouvez le laisser plus ou moins longtemps aussi, hein, donc pour normaliser ça avec tout le monde, si vous divisez du coup la distance à laquelle est montée et a migré votre espèce chimique divisée par celle à laquelle du coup a migré votre éluant, bah vous trouvez un rapport qui lui est constant, toujours constant, et qui correspond à chaque espèce chimique. Et ça, c'est encore quelque chose qui vous permet de déterminer du coup une espèce chimique bien précisément. Et ça, c'est fort. Ce sera la fin du coup de ma première partie sur ce chapitre 1. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on attaquera du coup la deuxième partie. Les exercices, pour ceux qui veulent en faire à la maison, ils sont sur Pronote. Donc du coup, vous avez juste ouvert votre Pronote, vous avez les codes normalement. Et vous faites les exercices en question. Du coup, la prochaine fois, je ferai la vidéo numéro 2 pour le cours. Et la fois d'après, du coup, je ferai la vidéo qui corrigera du coup les exercices que je vous aurai donnés tout au long de ce chapitre. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite une bonne révision et du coup un bon apprentissage en ma compagnie sur YouTube. Au revoir tout le monde.